Salut à tous, nous allons parler de l'hypertension, qu'on appelle en anglais high blood pressure ou tout simplement hypertension, ça veut dire l'hypertension. Alors, en parlant de l'hypertension, nous avons la pression artérielle qui est égale au débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire périphérique. Ça veut dire la pression artérielle dépend principalement des 10 éléments. Du débit cardiaque, qu'on appelle cardiac output en anglais, et puis de la résistance vasculaire. Donc pour que la pression artérielle augmente, soit le débit cardiaque doit augmenter, soit la résistance vasculaire périphérique, soit les deux. Alors, le débit cardiaque, à son tour, dépend la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la quantité du sang éjecté par l'équerre. Donc, toute situation qui entraînera une augmentation de la fréquence cardiaque va entraîner par conséquent une augmentation du débit cardiaque puis de la pression artérielle. Il en est de même pour le volume de gestion systolique. Lorsqu'il y a augmentation du volume de gestion systolique, il y aura augmentation du débit cardiaque, puis de la pression artérielle. C'est pourquoi quand on conseille aux personnes hypertendues de diminuer leur consommation en sel, parce que la logique ici, vous savez, la formule chimique du sel, c'est chlorure de sodium. C'est-à-dire, lorsque vous consommez beaucoup de sel, vous apportez beaucoup de sodium. Or, le sodium est un ion osmotiquement actif. C'est-à-dire, c'est un ion qui favorise la rétention hydrique. Et en favorisant la rétention hydrique, il va donc augmenter le volume de gestion systolique. Parce que nous avons dit le volume de gestion systolique, c'est la quantité du sang éjecté par l'équerre. Donc, ce volume ici, le volume de gestion systolique, est aussi déterminé par la volémie. Et le sodium, en augmentant la volémie, va en fait augmenter le volume de gestion systolique, le débit cardiaque et enfin la pression artérielle. C'est ce qui justifie cette recommandation que les personnels soignants donnent aux personnes hypertendues de ne pas consommer beaucoup de sel. Alors, toutes différentes situations qui entraînent soit l'augmentation de la fréquence cardiaque, soit l'augmentation du volume d'éjection systolique, entraînera bien entendu une augmentation du débit cardiaque et enfin de la pression artérielle. Nous avons également la résistance vasculaire. La résistance vasculaire, quant à elle, elle dépend des calibres des petits vaisseaux, plus particulièrement les artérioles. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner l'augmentation de la résistance vasculaire périphérique? Nous avons soit une augmentation de la vasoconstriction, plus une diminution de la vasodilatation. Lorsqu'il y a une vasoconstriction plus une diminution de la vasodilatation, il y aura une augmentation de la résistance vasculaire périphérique. Et lorsqu'il y a une augmentation de la résistance vasculaire périphérique,
si on se réfère à la formule, on voit clairement qu'il y aura également une diminution, une augmentation plutôt de la pression artérielle. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une vasoconstriction? Il y a des substances, des hormones qu'on appelle des hormones vasoconstrictives. Premièrement, la première hormone qui peut entraîner cette situation, une augmentation de la vasoconstriction, c'est l'angiotensine. L'angiotensine D. L'angiotensine D ici, c'est un puissant vasoconstricteur. Mais en dehors d'être un puissant vasoconstricteur, l'angiotensine D stimule également la sécrétion de la dostérone au niveau de la glande corticocérnale qui lui entraîne une rétention hydrosodée qui va entraîner une augmentation de la volémie. Souvenez-vous, on avait dit que la volémie détermine également les volumes d'injection systolique. Donc, lorsqu'il y a une augmentation de la volémie, il y aura une augmentation du débit cardiaque et en fait de la pression artérielle. Donc l'angiotensine D, lui, augmente la pression artérielle en entraînant des effets, la vasoconstriction au niveau périphérique et une augmentation du débit cardiaque en augmentant en fait les volumes d'éjection systolique. La deuxième substance responsable également de l'augmentation de la vasoconstriction, c'est ce que nous appelons la noradrénaline. La noradrénaline. Noradrénaline, c'est une hormone qui est produite par la glande médulo-surrénale. Mais la noradrénaline, c'est un neurotransmetteur qui active le système sympathique. Mais la noradrénaline stimule également les récepteurs alpha-1 au niveau des vaisseaux et entraîne la vasoconstriction. La troisième substance responsable de la vasoconstriction, c'est l'adrénaline. L'adrénaline est également sécrétée par la glande médulo-surrénale. L'adrénaline atteint des effets cardiaques. Bon, il y a un effet ici qu'on appelle conotrope, effet conotrope, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence cardiaque. L'adrénaline augmente la fréquence cardiaque. Donc, vous voyez que ça peut intervenir en augmentant le débit cardiaque ainsi que la pression artérielle. Mais dans certaines circonstances, l'adrénaline entraîne également la vasoconstriction. On va vous dire dans quelles circonstances il y a augmentation de toutes ces substances vasoconstrictives. Mais je souligne déjà, l'adrénaline est plus sécrétée en cas de stress aigu. En cas de stress aigu, il y a une sécrétion de l'adrénaline. C'est pourquoi on conseille également aux personnes hypertendues d'éviter en fait le stress, d'éviter des situations très stressantes. Une autre substance également responsable, donc comprenez bien, nous sommes en train de parler d'énumérer les hormones, les substances qui peuvent augmenter la vasoconstriction. Parce que lorsqu'il y a une augmentation de la vasoconstriction, il y aura l'augmentation de la résistance vasculaire périphérique qui va avoir une influence sur la pression artérielle en l'augmentant en fait. Alors, la quatrième substance, c'est l'endothéline 1. L'endothéline 1 est produite par l'endothélium vasculaire. C'est également un puissant vasoconstricteur. L'endothéline 1 augmente également la vasoconstriction, augmentant
par conséquent la résistance vasculaire périphérique et la pression artérielle. Une cinquième substance qui peut augmenter la vasoconstriction, c'est la vasopressine ou l'ADH. L'ADH entraîne également la vasoconstriction, surtout lorsque elle est présente à une quantité importante. Et retenez que l'ADH est sécrété au niveau de l'hypothalamus, principalement par les noyaux supraoptiques. Maintenant, nous allons parler de substances qui peuvent entraîner une diminution de la vasodilatation. Donc ici, c'était des substances qui augmentent la vasoconstriction. Maintenant, quelles sont les substances qui diminuent la vasodilatation? Parce que on peut ne pas avoir une augmentation de la vasoconstriction, mais lorsqu'on a une diminution de la vasodilatation, on aura une augmentation de la résistance vasculaire périphérique. Ici, concernant la diminution de la vasodilatation, nous avons plutôt la diminution des substances vasodilatatrices qui entraînent également la diminution de la vasodilatation. Quelles sont ces substances qui favorisent la vasodilatation? Nous avons premièrement les monoxydes d'azote, nous avons la prostacyclique D et nous avons certaines substances endothéliales. Mais nous allons plus nous baser sur le monoxyde d'azote qui est un puissant vasodilatateur. Donc, le monoxyde d'azote est produit par l'endothélium vasculaire. Toute situation qui a une dysfonction endothéliale va entraîner par conséquent une diminution de la vasodilatation. Alors, quelles sont ces situations? Nous avons par exemple le tabagisme. Le tabagisme entraîne une dysfonction endothéliale, donc une diminution de la disponibilité des monoxydes d'azote ainsi qu'une diminution de la vasodilatation et par conséquent une augmentation de la résistance vasculaire périphérique puis une augmentation de la pression artérielle. C'est pourquoi nous médecins, nous conseillons aux personnes hypertendues d'arrêter de fumer. Donc vous voyez comment est-ce que tout s'explique sur le plan physiopathologique. La deuxième situation qui peut également entraîner une dysfonction endothéliale, c'est par exemple l'hyperglycémie. L'hyperglycémie entraîne également une dysfonction endothéliale. Donc, en d'autres termes, entraîne une diminution de la vasodilatation. Donc, ça entraîne un rétrécissement vasculaire. Donc, ça, en d'autres termes, ça augmente la résistance vasculaire périphérique. C'est pourquoi vous allez constater la plupart des patients diabétiques sont souvent hypertendus. Donc, lorsque vous recevez un patient diabétique, il faut chercher aussi à dépister l'hypertension parce que l'hypertension fait partie de ce qu'on appelle des maladies silencieuses. Elle peut rester longtemps asymptomatique et parfois peut-être se découvrir lors d'une complication, tout simplement. Nous avons ici certaines maladies rénales. Certaines maladies rénales aussi peuvent entraîner une dysfonction endothéliale. Nous avons ici l'inflammation. L'inflammation entraîne également une dysfonction endothéliale. Il y a également certaines maladies métaboliques. Certaines maladies métaboliques. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sédentarité.
parlant de la sédentarité, je voudrais ici soulever aussi un point important parce que les médecins doivent vraiment comprendre sur base des mécanismes physiopathologiques tout ce qui ils font, tout ce qu'ils demandent aux malades parce que parfois les malades peuvent demander des explications. Docteur, vous m'avez demandé de faire ceci, cela, pourquoi et comment vous allez expliquer cela. Nous demandons aussi parfois aux malades de faire une activité physique qui est très bénéfique pour l'hypertension artérielle. Et comment cela s'explique du point de vue physiopathologique? Vous savez, l'hypertension artérielle, l'activité physique va améliorer la fonction endothéliale, entraîner par conséquent une augmentation de la disponibilité des monoxydes d'azote et améliorant ainsi la vasodilatation. Donc l'activité physique augmente la vasodilatation. Donc, en d'autres termes, diminue la résistance vasculaire. Donc ici, l'activité physique. L'activité physique, le fait que nous recherchons en demandant aux patients hypertendus de faire des activités physiques, c'est pour diminuer la résistance vasculaire périphérique. Il y a cependant un paradoxe, parce que pendant un exercice physique, on peut avoir une augmentation du débit cardiaque. Pourquoi? Parce que le cœur doit augmenter son travail pour envoyer suffisamment de l'oxygène aux muscles pendant un exercice physique, ce qui fait que pendant une activité physique ou un exercice physique, on a une augmentation du débit cardiaque et aussi une augmentation de la pression artérielle. Mais ça, c'est l'effet aigu de l'activité physique. Et pour pallier à cet effet aigu de l'activité physique, les recommandations générales encouragent pratiquement environ 150 minutes d'activité physique, mais d'intensité modérée par semaine. Donc, il faut répartir ça sur plusieurs jours, mais on doit adapter ça au niveau de la santé de la personne et aussi aux capacités de la personne. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de faire des activités physiques très intenses, parce que ça c'est un effet aigu de l'activité physique. Mais ce que nous recherchons en demandant aux patients hypertendus de faire de l'activité physique, ce n'est pas cet effet aigu, mais c'est plutôt l'effet chronique de l'activité physique qui est la diminution de la résistance vasculaire périphérique en améliorant la fonction endothéliale. C'est-à-dire quand on parle de l'amélioration de la fonction endothéliale, vous comprenez que c'est le monoxyde d'azote est produit par l'endothélium vasculaire et le monoxyde d'azote est un puissant vasodilatateur. Donc il va entraîner une vasodilatation et puis diminuer par conséquence la résistance vasculaire périphérique. Une autre situation qui entraîne une dysfonction endothéliale, c'est tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Tous les facteurs de risque cardiovasculaire entraînent une dysfonction endothéliale. Bon, je n'aime pas vraiment faire des longues vidéos. Ça sera comme une première partie. Nous allons faire une deuxième partie si vous voulez continuer, si vous êtes intéressé par ce que nous sommes en train de faire. Allez seulement dans notre chaîne YouTube, cherchez dans les vidéos, vous allez voir la deuxième partie et les parties suivantes de cette petite formation sur l'hypertension artérielle. Donc je vous rappelle, l'objectif est ici, c'est vraiment de bien maîtriser les différents mécanismes. Même quand on va parler aussi des antihypertenseurs, des médicaments, nous allons expliquer ça clairement sur base physiopathologique pour vous permettre de comprendre pourquoi on donne tel médicament et dans quelle situation il faut utiliser tel médicament. Parce qu'en tant que médecin, on ne peut pas seulement mémoriser une liste de médicaments en tête, mais on doit plutôt comprendre les mécanismes d'action de chaque médicament. Ça nous permet en fait de savoir quand est-ce que
comment bien les utiliser en fait.